En préambule, quelques mots d'épidémiologie et de prévalence pour vous rappeler que les valvulopathies en population générale, on parle des valvulopathies moyennes à sévères, représentent environ 1% de la population, que ces valvulopathies concernent essentiellement les sujets de plus de 65 ans, 2 tiers des patients valvulaires sévères, et puis c'est lié au fait qu'on a de plus en plus de pathologies dégénératives, donc il y a une modification au cours des années de l'épidémiologie de ces patients. Il n'y a pas réellement, de mon point de vue, de valvulopathie féminine, mais il y a des particularités des valvulopathies qui varient en fonction du sexe, c'est l'objet de cette présentation. Alors, on va aborder toutes les valvulopathies en fréquence, on ne peut pas aborder les valvulopathies du cœur droit par manque de temps. On va parler en premier lieu de la sténose aortique, qui est de loin la valvulopathie la plus fréquente dans notre pays. Alors, c'est une valvulopathie, quand on prend toutes les sténoses aortiques, qui est un petit peu plus prévalente chez l'homme. Environ 60% des patients sont de sexe masculin. Mais quand on regarde, vous voyez à droite de la diapositive, la répartition en fonction de l'âge, on constate que jusqu'à 70-75 ans, il y a une majorité d'hommes. Et puis au-delà de 75 ans, il y a plus de femmes. Ça s'explique essentiellement par 2 facteurs. Le premier facteur, c'est une pathologie dégénérative et liée à l'espérance de vie. Et les femmes ont une espérance de vie plus importante, donc ce n'est pas très surprenant d'avoir cela. Le deuxième facteur est lié à la fréquence plus importante de bicuspidie chez les hommes. Alors c'est un facteur qui est un peu moins connu, mais clairement, et d'ailleurs ça a été récemment confirmé dans une étude très bien faite danoise sur 25 000 bébés qui ont tous eu à la naissance, dans les 12 premiers jours, une échocardiographie. Vous voyez, près de 50% de filles. Et globalement, la prévalence est confirmée, 1% de la population, et 2 fois plus de bicuspidie chez l'homme, ce qui explique sans doute qu'il y a plus de pathologies valvulaires sténosantes aortiques chez l'homme avant 70 ans. Deuxième différence, c'est le remodelage ventriculaire gauche. Lorsqu'on expose un ventricule gauche à une surcharge en pression, le remodelage est différent en fonction du sexe pour des tas de raisons encore imparfaitement, complètement élucidées, mais on constate que les ventricules gauches féminins ont tendance à être plus hypertrophiés. On appelle un remodelage concentrique ou une hypertrophie concentrique. Concrètement, le ventricule est plus épais, la cavité ventriculaire est plus petite. Par ailleurs, la fibrose myocardique en IRM diffuse est plus prévalente et on constate en échocardiographie des anomalies de remplissage, des incompétences diastoliques, c'est ce qui explique que sur ces patientes-là, on a un volume d'éjection souvent plus faible. Et ces différences de remodelage sont importantes. Ça explique pourquoi, chez les femmes, on observe régulièrement, en tout cas de façon prépondérante, un phénotype particulier de sténose aortique. Ce sont les sténoses aortiques à bas débit paradoxal. Alors qu'est-ce que c'est ? La définition est assez simple, ce sont des patients ou patientes qui ont une fraction d'éjection du ventricule gauche préservée à plus de 50%, qui ont une sténose aortique sévère en surface, une surface à moins d'1 cm², et qui ont paradoxalement, par rapport à la fraction d'éjection préservée, un gradient qui va être plus faible, moins de 40 mm de mercure, une Vmax à 4 mètres par seconde. C'est très important parce que ça pose des vraies difficultés diagnostiques. D'abord, le diagnostic peut être ignoré, surtout si on se limite à une évaluation seulement en gradient et en vitesse d'une valvulopathie, ce qui est malheureusement le cas trop souvent en pratique clinique. Une sténose peut être authentiquement sévère avec une Vmax à 3 mètres par seconde. Deuxièmement, on peut, pour des raisons anatomiques et physiologiques, surestimer l'analyse, surestimer la prévalence de cette pathologie si on ne fait pas attention chez ces patients-là. Et donc, il est particulièrement important de bien phénotyper les malades, faire une échocardiographie complète et souvent complétée par un scanner chez ces patients-là. Alors, je ne vais pas reprendre toute l'analyse de la sténose aortique, mais je vous rappelle qu'il faut faire l'équation de continuité pour analyser la surface. Et j'insiste sur un point, ce n'est pas une erreur de mesure, mais globalement, quand on fait l'équation de continuité, on mesure le diamètre de la chambre de chasse du ventricule gauche et on émet une hypothèse géométrique pour calculer la surface sous-aortique. Et cette hypothèse considère que la surface sous-aortique est circulaire pour faire πd2 sur 4. Alors, l'analyse, un mot, j'insiste sur l'importance d'une approche complète en utilisant la sonde PEDOF, qui est un peu has-been, moins utilisée. C'est une des premières sondes qui existent, mais ça permet de reclasser un certain nombre de patients entre un gradient paradoxalement bas vers un gradient authentiquement élevé, tout simplement parce qu'on s'aligne mieux sur le flux. Le deuxième point, qui est particulièrement fréquent dans ce sous-type de bas gradient paradoxal, c'est cette hypothèse géométrique. On sait maintenant, c'est bien établi, que régulièrement,
la surface sous-aortique n'est pas circulaire, mais plutôt ovoïde. Et dans ce cas, si on prend une chambre de chasse à 19, on sous-estime d'1 cm² la surface sous-aortique. Donc il est important d'avoir ça en tête et d'aller chercher la surface anatomique qui permet de reclasser un certain nombre de patients ou patientes. Deuxième point important pour le phénotypage de ces patients, c'est que les sténoses aortiques chez les femmes sont moins calcifiées. Et cela pour un niveau de sténose ou d'obstruction hémodynamique similaire. Il y a moins de calcification, on ne l'explique pas bien, mais c'est une véritable particularité de ces patients. Le sténose aortique, et ça a son importance parce qu'on utilise de plus en plus le score calcique à juste titre chez ces patientes-là, et on sait que les cut-offs sont différents chez les hommes et les femmes. Pour suspecter une sténose sévère, vous voyez que le seuil est quasiment moitié moins chez les femmes. Un mot sur la prise en charge, et c'est important de souligner que contrairement à d'autres pathologies, sur le TAVI, il y a quasiment autant d'hommes que de femmes inclus dans les séries sur cette pathologie-là, et malgré le fait que les femmes dans les séries sont souvent plus âgées, bien que moins comorbides, elles tirent plus bénéfice du TAVI par rapport aux hommes. Vous voyez, ça c'est une série récente, mais ça a été confirmé dans d'autres séries. Il y a moins de MACE et moins de mortalité, donc clairement, il faut diagnostiquer les sténoses aortiques, il faut les prendre en charge et les traiter. Un mot sur les fuites mitrales primaires, anciennement appelées organiques, pour vous dire que ces pathologies sont plus fréquentes chez les femmes, donc clairement le prolapsus valvulaire est plus fréquent chez les femmes par rapport à l'homme. On ne l'explique pas bien. Deuxième point, il y a plus le phénotype valvulaire mitral lorsqu'il y a une fuite sévère est différent et on constate que les formes anatomiques sont plus complexes. Lorsqu'il y a prolapsus, on a plus souvent des prolapsus bivalvulaires. La classique maladie de Barlow est plus fréquente chez les femmes. Deuxièmement, on a plus souvent de calcification annulaire. Et troisièmement, même si c'est plus rare dans nos contrées, la pathologie fuyante rhumatismale est plus fréquente chez les femmes. C'est ce qui explique dans les séries chirurgicales, on a moins de faisabilité de plastie chez les femmes par rapport aux hommes. Troisième point, on constate, c'est une série un petit peu ancienne, mais on constate que les femmes opérées de la valve mitrale sont souvent opérées à un stade plus avancé de la maladie. Dans cette série, on constate que ces patientes-là, à l'heure de la chirurgie, ont plus de fibrillation atriale, ont fait plus d'insuffisance cardiaque. Cette prise en charge un petit peu plus tardive et a une explication vraisemblablement multifactorielle. Je parlerai de 2 points. Premièrement, la sous-estimation des symptômes, d'abord par les patientes qui sous-estiment leurs symptômes, un peu par les médecins, bien entendu. Et puis, il y a une sous-estimation de la sévérité. Je n'ai pas le temps de développer énormément, j'insisterai sur 2 points. Le premier, sur l'évaluation de la sévérité de la valve mitrale, vous savez que l'évaluation échographique doit être multiparamétrique. La référence, c'est la mesure de la surface d'orifice régurgitant en Doppler. Mais on tient compte dans les fuites chroniques de la dilatation du ventricule gauche, la modification structurelle du cœur. Lorsqu'on a un ventricule gauche et ça fait sens dilaté, ça plaide pour une fuite sévère. Sauf qu'on oublie que le ventricule, on l'a dit, cardiaque, le ventricule gauche est moins dilaté souvent chez les femmes, notamment en raison du gabarit. Et donc il faut indexer la surface, le diamètre du ventricule gauche à la surface corporelle pour ne pas méconnaître une fuite authentiquement sévère. Sur les prises en charge, là aussi, les diamètres rentrent en ligne de compte. Il faut en tenir compte et l'indexer à la surface corporelle chez les hommes, mais aussi et surtout peut-être chez les femmes. Et l'autre point extrêmement important, c'est concernant la sous-estimation des symptômes. On sait bien qu'une fuite mitrale sévère est dans 20% des cas faussement asymptomatique, donc je me plains de rien, mais en fait j'ai des symptômes, on peut le démasquer assez facilement en faisant une épreuve d'effort, et en fait en pratique c'est fait dans moins de 10% des cas, et donc il est important d'indexer et de faire pédaler les patients et patientes. Concernant les fuites mitrales secondaires, je vous signale qu'il y a maintenant un nouveau phénotype qui émerge sur les fuites mitrales secondaires. On connaît tous la fuite mitrale secondaire liée à une anomalie du ventricule gauche, des ventricules gauches dilatés, souvent dysfonctionnants, qui concernent principalement des hommes plus sujets à la maladie coronaire. Mais on a maintenant, on voit aujourd'hui de plus en plus de patientes qui ont des fuites mitrales d'origine atriale. C'est des patients qui ont souvent un ventricule gauche de fonction systolique normale, souvent une incompétence diastolique, donc l'essence cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui ont des oreillettes gauches dilatées, avec un anneau mitral dilaté, avec une fuite mitrale. Dans cette série de la Mayo Clinique, le profil de ces patientes-là, vous voyez, ces femmes âgées, moyenne 80 ans, hypertendues, en FA avec FEVG préservé.
Alors, je n'ai pas le temps d'aborder en détail la valve tricuspide, mais on a le même profil qui émerge sur les fuites tricuspidiennes. Et vous voyez que 5 à 10% des patients qui ont une fuite tricuspidienne sévère ont un phénotype atrial avec un anneau tricuspide dilaté. Souvent, encore une fois, c'est le même phénotype. Femme âgée, hypertendue, en FA avec des oreillettes dilatées. Si vous le souhaitez, on pourra aborder les hypothèses. Alors, ça redémarre. Les hypothèses physiopathologiques. Alors, chez ces patients qui ont des fuites mitrales secondaires, qu'elles soient atriales ou ventriculaires, je rappelle qu'avant d'envisager une correction structurelle ou chirurgicale, qu'il faut optimiser le traitement médical, décongestionner, ralentir la FA, remettre les patients en rythme sinusal parfois, optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et dans cette série récente de nos confrères de l'hôpital Saint-Antoine, il a été montré de façon élégante que chez les patients en FA, lorsqu'on s'intéresse au phénotype, on constate souvent une réduction du volume des oreillettes après la restauration du rythme sinusal et la régression significative des régurgitations mitrales. Donc ça doit être d'abord une prise en charge médicale. Fuite aortique, brièvement on a dit, c'est essentiellement une pathologie d'hommes. 80% des patients sont de sexe masculin, probablement aussi en raison de la bicuspidie plus fréquente, en partie. Et c'est d'autant plus important d'indexer les diamètres à la surface corporelle et de faire pédaler. La sténose mitrale, en revanche, est plutôt une pathologie féminine, entre guillemets. Plus de 3/4 des patients sont de sexe féminin. Je n'aborderai pas la prise en charge. Un mot sur la grossesse. C'est une condition typiquement féminine, je crois. Je pense que... Bon, bref, j'avance. Alors, il est essentiel d'évaluer les patients avant. Jackie l'a dit, je le rappelle, c'est fondamental. Lorsqu'on a des patientes valvulaires, il faut aborder ce point avec elles, celles qui sont bien entendu en âge de procréer, pour inciter sur éventuellement la contraception, programmer les grossesses et évaluer le risque. Et l'évaluation du risque tient compte d'un certain nombre de facteurs. D'abord, le type et la sévérité de la valvulopathie. Et j'insiste sur un point, les valvulopathies sténosantes sont souvent mal tolérées, je caricature à peine. La valve mitrale en particulier, lorsqu'il y a une sténose mitrale, même asymptomatique, il faut envisager un traitement avant la grossesse. On peut éviter un certain nombre de catastrophes. En revanche, les valvulopathies régurgitantes, les fuites mitrales ou les fuites aortiques en particulier sont souvent très bien tolérées lorsqu'elles sont bien entendu asymptomatiques, vérifiées par un test à l'effort. Je rappelle qu'il ne faut pas méconnaître la sous-estimation des symptômes. Donc une femme qui a une fuite aortique ou mitrale sévère, qui a une capacité d'effort normale, peut être autorisée raisonnablement à une grossesse, évidemment avec un suivi régulier. En conclusion, la prévalence des valvulopathies augmente chez les femmes, notamment en raison de la prévalence de la cause dégénérative. Les valvulopathies chez les femmes ont des particularités, elles sont moins calcifiées pour les sténoses aortiques. Il y a un remodelage VG différent, il faut indexer la surface corporelle. L'atteinte mitrale est plus complexe. Pour les formes secondaires, elles sont souvent intriquées à une incompétence ventriculaire gauche diastolique. Il faut penser à prendre en charge et à traiter. Réadaptation cardiovasculaire, maintenant on a des traitements efficaces. La grossesse est à considérer. Et puis le dépistage, fondamental, l'auscultation. En cardiologie, c'est vrai qu'on fait souvent des échographies d'expertise, mais on oublie l'auscultation. Il faut ausculter les patients et bien entendu les patientes. Merci pour votre attention. Question pour Najib Amoudi sur ce panorama des valvulopathies. On a l'impression que dans celle qu'on voit passer, le plus compliqué quand même, c'est les décisions sur les fuites mitrales. Est-ce qu'il suffit de les mettre sur un vélo pour démasquer les symptômes et prendre une décision, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? C'est bien entendu plus compliqué. Il y a deux difficultés. La première, c'est ne pas méconnaître une fuite mitrale sévère. On a quand même des difficultés de diagnostic en Corse, en particulier sur les fuites très excentrées. Deuxième point, lorsqu'il y a une fuite mitrale qui est sévère, les symptômes, lorsqu'on en a, ils sont évidents, il faut les traiter bien entendu. Lorsqu'elles sont asymptomatiques, on méconnaît des symptômes. Et je rappelle que lorsqu'il y a des symptômes, ils sont symptomatiques, il faut les opérer. Le troisième point, ce n'est pas le seul élément.
Il y a aussi une approche pluriparamétrique qui tient compte de 3 facteurs. Le premier, c'est le retentissement ventriculaire gauche. Je parle maintenant des patients strictement asymptomatiques. Le retentissement ventriculaire gauche. Et là, il faut indexer la surface corporelle, en particulier chez les femmes, parce qu'on méconnaît un certain nombre de dilatations, dysfonctions. Le deuxième facteur, c'est le risque opératoire et la faisabilité d'une plastie. Et au cas par cas, on peut discuter chez les patients à très faible risque opératoire avec une fuite massive, avec une plastie faisable, au cas par cas, un geste chirurgical. Je ne vais pas parler de l'hypertension pulmonaire, mais c'est également un facteur à considérer. Autre question. RM et grossesse, il y a plein de RM qu'on voit en consultation dont on se dirait si cette patiente, je ne veux pas la voir enceinte tant que le RM n'est pas traité. Et puis, on retrouve les mêmes enceintes avec le RM en même temps. Et puis finalement, ça ne se passe pas si mal que ça. Il suffit de bien les surveiller, de ralentir le cœur, d'allonger la diastole, de regarder la volémie. On a quand même un certain nombre d'exemples comme ça, alors que je me rappelle pourtant à Rambuteau, dans ce vieux bâtiment, on avait dilaté des patientes en RM sous des tabliers de plomb parce qu'on n'osait pas aller au bout de la grossesse. On ne fait plus ça. Alors, vous avez raison d'aborder bien entendu ce point. Il y a 3 choses. Le premier, c'est qu'on est moins confronté aux sténoses mitrales dans notre pays. Ça, c'est un facteur, je pense. Deuxième point, il y a RM et RM, bien entendu, ça dépend de la sévérité. Et la sténose mitrale sévère reste dans le monde une catastrophe au cours de grossesse. C'est un facteur de mortalité, c'est l'une des cardiopathies les plus sévères, même asymptomatiques. Vous savez qu'on classe les gravités, c'est un WHO 4 ou 4, je crois que c'est le maximum 4 ou 5. C'est vraiment les complications les plus graves. Et quand on parle à nos confrères nord-africains, c'est une problématique majeure qu'ils ont. Ils sont encore confrontés. Je ne sais pas s'ils ont Rambuteau, mais ils doivent avoir un équivalent chez eux. Et clairement, lorsqu'on découvre avant, aujourd'hui encore, lorsque la sténose est sévère, j'insiste sur ce point, quand elle est modérée, ça se passe bien, mais lorsque la sténose est sévère, et qu'on le sait avant, il est préférable de traiter par dilatation, qui est une bonne méthode de traitement. Si par contre on découvre pendant la grossesse, là, les collègues et nous-mêmes, lorsqu'on est rarement confrontés, on fait un peu de diurétique, souvent des bêta-bloquants, et puis on envisage la dilatation au cas par cas à partir de la 20e semaine. Autre question. Najib. J'ai juste une question parce que, par exemple, les Anglais ils voient une modification énorme de la valvulopathie en cours de grossesse. C'est-à-dire que c'est plus du rhumatismal, c'est congénital. Et nous, on a l'impression qu'on a encore beaucoup de rhumatismal en France. Est-ce que vous voyez en cardiologie les choses changer? Parce que moi, je vois que des femmes jeunes, tu vois. Alors, on a, en raison Alors, premièrement, la valvulopathie rhumatismale est moins fréquente, mais il y a encore des rhumatismaux, en particulier chez les femmes. Alors, souvent, ce sont des patientes qui ont migré, mais on en a encore quelques-unes. C'est quand même rare. Ce qu'on voit pour la mitrale, plutôt, c'est des dystrophies valvulaires et des prolapsus valvulaires et quelques congénitaux. Je me permets de rebondir sur ta remarque. Bien sûr, il y a beaucoup plus de congénitaux. Pour inciter sur l'aorte, tu en parlais tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps d'en parler ici. Ce n'est pas vraiment une valve, mais ça, c'est un élément vraiment majeur pour la prise en charge des patientes Marfan ou non, par exemple bicuspide, où on va sous-estimer les diamètres aortiques pour intervenir. Et là aussi, les ABAC ne sont pas très clairs là-dessus. Et on n'a pas de normes. Il y a quelques données, bien entendu, mais là, on doit indexer et tenir compte, bien entendu, de la surface corporelle pour prendre des décisions avant chirurgie. Chez les Marfan, parfois à 40 mm, on peut discuter ou on doit discuter un geste avant d'autoriser une grossesse.